Cet hiver-là, la neige recouvrait les toits anciens de Lyon d'un voile épais. À l'intérieur de la cuisine tiède du vieux chêne, sous une lumière dorée dansante sur l'acier brossé, Gaston Lefebvre, chef de 43 ans, découpait soigneusement un oignon, comme si c'était la dernière fois. Il ignorait qu'à quelques mètres derrière la porte du bureau, une décision venait d'être prise. Une décision qui allait mettre fin à 7 années de passion, de sueur et de saisons passées sous ce même toit. Camille Delcourt, jeune entrepreneuse ayant racheté le vieux chêne 3 semaines auparavant, entra dans la cuisine, ses talons résonnant doucement sur les carreaux anciens. Elle invita Gaston à parler un instant. Une phrase banale, paisible, mais dans le cœur de Gaston, une alarme silencieuse se déclencha. Assis face à face, entouré de photos en noir et blanc de maîtres cuisiniers disparus, Camille ne prit pas de détour. « Gaston, ta carte est dépassée. Aujourd'hui, les clients veulent des plats beaux à l'œil, photogéniques, à partager sur les réseaux. Ton canard au miel est délicieux, mais pas assez instagrammable. » Gaston ne répondit pas. Il regarda par la petite fenêtre où la neige tombait toujours, silencieuse, comme sa carrière en ce lieu, muette, glacée, en train de s'éteindre. Pas de larmes, pas de supplications, juste un vide qui remonta lentement dans sa gorge. Après 7 ans à faire battre le cœur de cette cuisine, il ne lui restait qu'un tablier accroché à un clou et une entaille fraîche au doigt. Une coupure du matin qui, soudain, se mit à brûler comme jamais. 7 années, ce n'est qu'un chiffre dans une vie. Mais pour Gaston Lefebvre, c'était 7 étés brûlants, 7 hivers glacés, passés dans la chaleur intime des cuisines du vieux chêne. Chaque plat qu'il y a concocté n'était pas simplement une affaire de technique ou d'ingrédients, mais une empreinte vivante de mémoire, d'amour et de mélancolie. Gaston avait grandi dans un petit village en Provence, là où les soirs embaumaient la lavande, et les dîners commençaient au bruit doux des assiettes ébréchées que sa grand-mère posait sur la table. Madeleine Lefebvre, sa grand-mère, n'était pas une chef étoilée. Mais dans les yeux de Gaston, elle régnait sur la cuisine comme une impératrice. Sa ratatouille doucement mijotée, sa pissaladière croustillante, ses viandes longuement braisées aux herbes sauvages, tout cela formait en lui un concerto de souvenirs tendres. Quand il partit pour Lyon afin d'étudier la cuisine, il emporta avec lui le vieux carnet de recettes de sa grand-mère, un carnet relié de cuir brun, rempli d'écritures tremblantes, de ratures, de taches d'huile et de quelques mots effacés par les larmes. Quand il devint chef du vieux chêne, ce n'était pas un emploi, c'était un engagement, une mission. Partager le goût de son enfance, transmettre ce que Madeleine lui avait donné. Cassoulet à la lavande, agneau rôti au thym sauvage, clafoutis aux abricots caramélisés, chaque plat était une passerelle vers une époque révolue, un refuge pour l'âme. Gaston ne suivait pas les modes. Pas de cuisine moléculaire, pas de feuilles d'or inutiles. Pour lui, un plat inoubliable devait frapper au cœur, pas seulement à la rétine. Et c'est justement cette sincérité qui avait fait la renommée du vieux chêne. Les habitués, les anciens, les amoureux de la tradition. Ils venaient chercher plus qu'un repas. Ils venaient retrouver une part d'eux-mêmes. Plus d'un client avait versé une larme sur son cassoulet, car il avait le goût exact de celui de leur mère, en 1954. Mais pour Camille Delcourt, tout cela n'avait guère de valeur sans une bonne photo et des likes en rafale. À ses yeux, la cuisine de Gaston était trop vieille, pas assez tendance, pas instagrammable. Ce qu'elle ignorait ou refusait de voir. C'est que ses plats, ses recettes étaient bien plus qu'un menu. C'était l'âme d'un homme, une mémoire vivante. Et elle venait de la congédier comme un excès de sel dans une sauce trop réduite. Le lendemain de son licenciement, Gaston retourna au vieux chêne une dernière fois, non pas pour cuisiner, mais pour remettre les clés de son royaume. Camille Delcourt l'avait dit d'un ton sec, presque administratif. « J'attends toutes les recettes, dans le moindre détail. Il ne doit rien manquer. » Gaston acquiesça. Pas une plainte, pas une remarque. Il ne dit rien sur l'injustice, ni sur l'amertume qui lui rongeait la poitrine. Mais une fois la porte du bureau refermée, son regard s'attarda longuement par la fenêtre sur les peupliers baignés de lumière. Une brise légère effleura le verre, transportant avec elle un soupçon de lavande et de souvenirs. Il s'assit, ouvrit un carnet vierge.
propre, sans tache, impersonnel, et il se mit à écrire. Plat après plat, geste après geste, quantité après quantité. Tout était clair, lisible, conforme à ce qu'on pouvait attendre d'un manuel professionnel. Mais ce n'étaient que les versions officielles. Car Gaston savait mieux que quiconque que l'âme d'un plat ne se transmet pas à l'encre noire. Personne ne savait que la deuxième pincée de sel dans le cassoulet de sa grand-mère ne venait pas d'un moment précis dans la cuisson, mais d'un instant de mémoire, lorsque le froid piquait les doigts et que les enfants attendaient silencieusement autour du feu. Personne ne pouvait deviner que son clafoutis, en juillet, restait toujours 3 minutes de plus four, pour créer cette fine croûte caramélisée qui lui rappelait les croissants brûlés qu'il chipait enfant dans la boulangerie du coin. Et personne, pas même Camille, ne pourrait jamais reproduire cela. Il remit le carnet à Camille dans l'après-midi. Elle le prit sans un mot, feuilleta quelques pages à la hâte comme on consulte un dossier administratif. Puis, d'un hochement de tête satisfait, elle dit simplement « Parfait. Je le transmettrai au nouveau chef. » Gaston ne répondit rien. Il la regarda un instant. Et dans ce regard, entre deux personnes qui avaient jadis rêvé d'un même feu sacré, s'ouvrait désormais un vide irréversible. Il se retourna et sortit du bureau sans un mot, sans un regard. Dans les rues dorées de Lyon, au crépuscule, Gaston marcha lentement vers le pont de la Guillotière. Dans la poche intérieure de sa veste, il y avait un autre carnet, relié de cuir brun ancien usé. Celui-là contenait les vraies recettes. Pas pour Camille, pas pour n'importe quel restaurant, mais pour lui, et pour ce qui allait naître. Gaston descendit aux cuisines une dernière fois dans le rôle de chef qu'il avait incarné pendant 7 années. L'odeur d'un bouillon de bœuf frémissant se mêlait au cliquetis des couteaux et au doux crépitement des poêles, la symphonie familière d'un après-midi animé, presque rassurant. Julien comptait les caisses d'herbes fraîches dans la chambre froide, Élodie fredonnait un vieux air de jazz tout en surveillant le grill, et Maxime dressait les assiettes d'entrée avec une précision presque religieuse. Aucun d'eux ne savait que Gaston s'apprêtait à les quitter. Il les observa en silence, comme un spectateur d'une scène qu'il connaissait par cœur, sauf qu'aujourd'hui, il n'en faisait plus vraiment partie. Une sensation étrange lui traversa la poitrine, un vide, profond et sourd. Ce n'était pas la colère, ce n'était pas la peur, c'était le deuil de l'âme du vieux chêne, qui se dissolvait peu à peu dans une brume d'indifférence et de faux modernisme. Il s'approcha d'Élodie. « Comment va la sauce au vin aujourd'hui ?» murmura-t-il. Elle se retourna, sourit. « Parfaite, tu veux goûter? J'ai bien flambé comme tu m'avais montré. » Il hocha la tête, goûta. La chaleur, la profondeur, la légère acidité du vin parfaitement équilibré. Et pourtant, une douleur lui mordit le cœur. Il savait qu'en quelques jours, ces sauces-là disparaîtraient. Elles seraient remplacées par des réductions brillantes, des mousses techniques et des assiettes pensées pour Instagram, mais vides d'âme. Il n'avait rien dit à ses collègues, non par lâcheté, mais parce que les mots ne suffisaient pas à exprimer ce qu'ils avaient vécu ensemble. 7 ans de complicité muette, de service chaotique, de dîner tardif à partager un verre après le dernier client. Des regards entendus, des silences pleins de sens. Demain, Camille annoncerait le nouveau chef. Tout changerait. Et le plus cruel, c'est que personne ici ne savait que celui qu'ils appelaient chef, celui autour de qui tout s'était construit, s'effacerait sans adieu. Pas de dîner d'adieu, pas de dernier service main dans la main. Gaston retourna dans le bureau, attrapa sa veste. Il resta debout, figé, de longues minutes. Puis, délicatement, il accrocha son vieux tablier de cuir à son clou, bien droit, comme s'il allait revenir demain. Mais au fond de lui, il savait. Demain, ce ne serait plus lui. Maxime avait été là depuis le premier jour. L'ouverture du vieux chêne, les premières critiques hésitantes, les soirs de tempête où seuls 2 clients entraient, il avait tout vécu aux côtés de Gaston. Et s'il n'était pas un homme de grands discours, chaque geste en cuisine révélait une loyauté profonde. Quand la nouvelle tomba, il resta d'abord figé. Puis, il entra dans la chambre froide, où Gaston faisait l'inventaire, et demanda sèchement. « Chef, c'est vrai, cette histoire ?» Gaston se retourna, calme comme à son habitude. « Oui, Maxime, Camille a tranché. »
Les mâchoires de Maxime se crispèrent. « Il te jette dehors à cause de ton menu. Sans toi, ce restaurant n'existerait même pas. » Gaston ne répondit pas. Il savait que la colère ne servait à rien ce soir-là. Maxime frappa violemment la porte métallique. Le fracas résonna dans toute la cuisine. Élodie et Julien levèrent les yeux, inquiets, mais n'osèrent s'approcher. Une tension étrange, sourde, planait sur l'équipe. Quelque chose s'était brisé. Le service du soir démarra comme d'habitude. Les clients riaient, les commandes s'enchaînaient. Mais personne ne savait que c'était le dernier soir de Gaston. Il dirigea la brigade avec calme. Un regard ici, un signe de tête là. Tout semblait normal. Sauf que sous cette maîtrise, Gaston ressentait un vide lentement s'étendre. Un déchirement silencieux. Son dernier plat fut un cassoulet de Provence, celui de sa grand-mère. Celui qui réchauffait les soirs d'hiver dans leur vieille maison, en pierre. Ce soir-là, il le prépara comme une offrande. Chaque haricot, chaque saucisse, chaque touche de thym portait la mémoire d'un amour transmis par les générations. Les clients applaudissaient, ravis, sans savoir qu'ils vivaient un moment unique, le chant du cygne d'un chef qui partait. Une fois la vaisselle terminée, Gaston retira son tablier, regarda ses collègues sans un mot. Maxime, toujours furieux, tourna la tête, refusant de lui dire au revoir. Mais alors que Gaston franchissait la porte, Maxime lança, d'une voix brisée, « Si tu ouvres un autre resto, je serai le premier à te rejoindre. » Gaston ne se retourna pas. Il leva simplement la main, un adieu muet. Puis, il s'éloigna dans la nuit froide de Lyon, ses pas résonnant sur les pavés, sans projecteur, sans hommage. Mais avec la dignité tranquille d'un homme qui avait cuisiné avec le cœur, jusqu'au bout. Après avoir congédié Gaston, Camille Delcourt se lança rapidement à la recherche d'un nouveau chef pour maintenir le vieux chêne à flot, tout en le réorientant vers un style plus moderne et instagrammable. Son choix se porta sur Romain, un jeune chef talentueux, ayant fait ses armes dans un restaurant très en vogue à Paris. Sa créativité et son dynamisme devaient insuffler un vent de fraîcheur. Mais l'espoir fit vite place à la déception. Bien que Camille lui ait remis toutes les recettes emblématiques du restaurant, celles qui avaient forgé sa réputation, Romain ne parvint pas à recréer la saveur authentique que Gaston maîtrisait si bien. Chaque plat semblait vidé de son âme, manquant de profondeur, de sensibilité. Le goût n'était plus un récit, mais un assemblage froid d'ingrédients. Les habitués commencèrent à le ressentir. Madame Lefort, une dame élégante qui commandait le canard rôti chaque semaine depuis 5 ans, fut la première à exprimer son désappointement. Assise à sa table, elle goûta silencieusement sa portion, fronçant les sourcils. Après le dîner, elle interpella Camille. « Ce canard n'est plus le même. Je ne reconnais pas la saveur qui m'a tant accompagné ces années. » Camille lui adressa un sourire forcé, tout en sentant grandir en elle une inquiétude sourde. Elle voulait suivre la tendance et changer, mais elle n'avait pas anticipé le prix à payer, perdre l'âme des clients fidèles. Peu à peu, d'autres habitués se montrèrent sceptiques, désertèrent ou ne revinrent plus. Les critiques négatives circulaient à voix basse. La réputation du vieux chêne commençait à vaciller. Dans la cuisine, Julien, Élodie et Maxime observaient en silence. Ils repensaient à Gaston, à sa manière d'insuffler une âme à chaque plat. Et maintenant, ils voyaient leur cuisine perdre ce caractère unique. Romain, malgré sa passion et ses compétences, peinait à satisfaire la clientèle fidèle. Il comprenait qu'il ne s'agissait pas seulement de cuisiner, mais de répondre à un héritage, à un esprit laissé par Gaston. Un jour, en voyant Madame Lefort partir, le visage triste, Maxime souffla à Julien « On a perdu l'âme de la cuisine ». Pendant ce temps, Camille préparait la grande réouverture du vieux chêne, rebaptisé le chêne évolué. Un événement très attendu, avec la présence de critiques gastronomiques et d'investisseurs. Mais pour ceux qui avaient connu l'âme du restaurant, cette évolution sonnait comme une grande question. Le feu sacré de la tradition allait-il s'éteindre complètement? Et cette modernité flashy, séduisante sur les réseaux, suffirait-elle à sauver l'essence même du vieux chêne? Camille Delcourt consacra toute une semaine à la préparation du grand événement de réouverture du restaurant. Dorénavant, le vieux chêne s'appellerait le chêne nouveau, un symbole de renouveau et de modernité, un tournant décisif pour hisser la maison parmi les meilleures tables lyonnaises.
Elle avait convié toute une série de critiques culinaires renommés et d'investisseurs influents du secteur. Ceux-là même qui pouvaient offrir une reconnaissance large, faire rayonner la nouvelle marque et attirer une clientèle plus jeune. Un segment que Camille souhaitait conquérir ardemment. Dans les derniers jours précédant la soirée, la pression pesait lourdement sur ses épaules. Chaque détail, du nouveau menu, à la décoration, à l'éclairage, à la musique, jusqu'au service client, devait être parfait jusque dans la moindre subtilité. Camille savait qu'un seul faux pas pourrait faire basculer tout ce grand projet. Cependant, elle ignorait que dans les cuisines, la tension était à son comble. Romain peinait toujours à maîtriser les recettes, incapable de satisfaire les palais exigeants des habitués. Les chefs adjoints comme Julien, Élodie et surtout Maxime demeuraient silencieux, mais dans leur regard brillait une mélancolie et un mécontentement, un souvenir nostalgique de Gaston, le chef qu'ils avaient toujours considéré comme l'âme du restaurant. La soirée, le chêne nouveau, était prévue pour un samedi soir dans un décor moderne et audacieux. Des tables rondes laquées, des lumières tamisées chaleureuses, des fauteuils en cuir haut de gamme créaient une atmosphère chic, bien différente de l'intimité traditionnelle du vieux chêne. Camille, debout dans la salle, observait les dernières touches apportées à l'espace. Elle esquissa un léger sourire, satisfaite de son œuvre. Mais dans son cœur, elle n'oubliait pas les critiques grandissantes sur la saveur des plats. Elle espérait que ce changement de style ferait oublier ses défauts. Les invités arrivaient peu à peu, leurs voix et rires remplissant l'espace. Le critique gastronomique célèbre Philippe Moreau discutait avec un groupe d'investisseurs, tous affichant enthousiasme et curiosité face à cette nouvelle orientation. Dans la cuisine, Romain était toujours aussi anxieux pour chaque plat qu'il préparait. Chaque assiette devait témoigner de créativité, tout en garantissant une qualité irréprochable pour satisfaire ses clients d'exception. Mais, alors que la soirée battait son plein, les premières critiques négatives sur les plats commencèrent à apparaître. Quelques invités murmuraient entre eux, leurs regards trahissant leur insatisfaction. Madame Lefort, bien que placée à l'endroit le plus prestigieux, affichait toujours un visage fermé après quelques bouchées de son canard. Les rumeurs défavorables commencèrent à circuler dans le milieu gastronomique lyonnais. Malgré les efforts de Camille pour maîtriser la situation, elle savait qu'elle marchait sur un fil fragile, entre succès et échec. Finalement, lorsque la soirée prit fin, Camille resta seule dans la pièce vide. La lumière tamisée reflétait son ombre sur les murs. Elle se demanda si le chemin qu'elle avait choisi était le bon, si l'âme du vieux chêne avait vraiment été sauvée, ou si ce n'était qu'un rêve inaccessible. Dehors, les rires et discussions des invités s'éteignirent peu à peu, laissant place à un silence lourd de réflexion et de regret. Par un après-midi sombre à Lyon, le téléphone de Gaston sonna. À l'autre bout du fil, la voix urgente de Maxime, fidèle sous-chef qui l'avait accompagné pendant toutes ces années, se fit entendre. « Gaston, la situation à Le Chêne Nouveau est pire que ce que tu imaginais. Les clients se plaignent de plus en plus. Certains tournent même le dos au restaurant. Romain ne peut pas sauver la situation. Il fait de son mieux, mais il n'arrive pas à toucher le cœur des convives comme toi tu le faisais. » Gaston, tenant son téléphone, regarda par la fenêtre où la pluie tombait doucement, ressentant un vide profond en lui. « Je l'avais prévu, pensa-t-il. L'âme du vieux chêne a quitté cet endroit depuis longtemps. » Maxime poursuivit. « Je sais que tu réfléchis à partir ailleurs, à tout recommencer. Peut-être ouvrir un nouveau restaurant ?» Gaston hoqua la tête, même si Maxime ne pouvait pas le voir. « Oui, je songe à revenir à Annecy, là où mon grand-père tenait une petite auberge. C'est un lieu chargé de souvenirs, la recette originale de ma famille, un endroit où je pourrais faire à ma manière sans être entravé par des tendances superficielles. » « Annecy, souffla Maxime, c'est un projet audacieux, mais je crois en toi. Si tu as besoin d'aide, je serai toujours là. » La conversation s'acheva. Gaston resta seul dans sa petite chambre, écoutant la pluie tomber doucement sur la vitre. Son cœur était à la fois douloureux et plein d'espoir. Ouvrir un restaurant à Annecy n'était pas seulement un nouveau départ, c'était un retour aux sources,
aux valeurs les plus authentiques de la cuisine familiale. Gaston savait qu'il allait devoir affronter de nombreux défis, mais il était prêt à avancer avec détermination et foi en la voie qu'il avait choisie. Gaston savait très bien que pour réussir, il ne pouvait pas suivre la voie que le Chêne Nouveau avait prise. Le nouveau restaurant de Camille est un mélange de tendances modernes, d'images parfaites et de réseaux sociaux. Mais pour Gaston, cela manquait d'âme et de profondeur culinaire. Il devait créer quelque chose d'authentique, durable et chargé de souvenirs. Dans les jours qui suivirent son échange avec Maxime, Gaston commença à planifier son nouveau restaurant. Son objectif était de bâtir un lieu chaleureux, proche de la nature, où les convives pourraient ressentir l'essence de la vieille Provence, une terre ensoleillée, parfumée de lavande, remplie du chant des oiseaux et de plats transmis à travers les générations. Les recettes qu'il choisit d'utiliser étaient celles de sa famille, transmises par sa tante de Provence. Ce n'étaient pas de simples plats, mais des souvenirs, des histoires, toute une culture distillée dans chaque cuillerée, chaque goutte d'huile d'olive. Ratatouille, bouillabaisse, aioli ou tarte tropézienne n'étaient pas simplement un menu, mais le symbole d'une époque et d'un art de vivre. Gaston voulait recréer cette sensation de s'asseoir près du feu de cheminée, d'écouter sa tante raconter des histoires, tout en dégustant les saveurs originales, sans retouche ni adaptation. Le restaurant sera une expérience, pas seulement un repas, se dit-il. Un voyage aux racines, pour tous ceux qui aiment et respectent la tradition. Il acheta une vieille maison dans la périphérie d'Annecy, près du lac et des montagnes ondulantes. La maison avait un grand jardin où la lumière du soleil filtrait entre les feuilles, un endroit où il pourrait cultiver des herbes fraîches et cueillir des fruits du jour. Gaston voulait que tout soit frais, simple mais raffiné, fidèle à la philosophie culinaire de sa famille. Le design intérieur fut soigné avec minutie, des tables en bois brut, des nappes à carreaux rouges et blancs, des bougies dans des bouteilles de Chianti anciennes et au mur des tableaux de Provence et de la famille. Chaque recoin racontait une histoire, chaque détail portait une empreinte nostalgique. Pourtant, Gaston savait que ce chemin ne serait pas facile. Il devait lever des fonds, trouver des partenaires et reconstruire une marque à partir de rien. Il commença à rencontrer des avocats, des investisseurs et même de jeunes cuisiniers désireux d'apprendre la cuisine traditionnelle. Gaston voulait transmettre cette flamme aux nouvelles générations pour que l'esprit de la Provence ne s'éteigne jamais. Chaque jour, il passait des heures en cuisine, réessayant chaque plat, ajustant les saveurs pour plaire au palais moderne, tout en conservant l'authenticité. Il appelait cela l'équilibre entre mémoire et présent, entre âme et goût. Plus d'une fois, il sentit le découragement face à la concurrence de Le Chêne Nouveau et des restaurants branchés. Mais sa persévérance et sa passion l'empêchaient d'abandonner. Il croyait que la sincérité et la qualité seraient finalement récompensées. Le jour de l'ouverture fut enfin fixé. Gaston se dit « Quoi qu'il arrive, c'est mon propre voyage. » Un retour aux racines, à l'amour et à la véritable cuisine. Un après-midi sombre à Lyon, alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient doucement, le téléphone de Gaston sonna. C'était un appel de Camille Delcourt, l'ancienne propriétaire du restaurant Le Vieux Chêne, celle qu'il avait renvoyée quelques mois auparavant. Sa voix trahissait une anxiété et une panique qu'il n'avait jamais entendues chez elle. « Gaston, il faut qu'on parle. La situation au restaurant est très grave. Je veux t'inviter à revenir, » dit Camille d'une voix précipitée, clairement désemparée. « Tu auras toute liberté créative et je suis prête à te céder 20% des parts de l'entreprise. On peut tout recommencer, ensemble. » Gaston resta silencieux un instant, les émotions déferlant en lui comme une vague puissante. Cette offre semblait séduisante, mais son cœur ne vacilla pas une seconde. Il savait que revenir avec Camille signifiait perdre la liberté et le contrôle artistique qu'il avait toujours chéri. « Camille, » répondit Gaston calmement mais fermement, « merci pour ta proposition, mais j'ai choisi un autre chemin. Je veux être libre de créer, de travailler à ma manière, sans être entravé ou imposé par quiconque. » Camille poussa un soupir, sa voix mêlée de déception et d'inquiétude. « Mais Gaston, sans toi, le Vieux Chêne est condamné. »
Le restaurant est en pleine déroute. Les clients ne cessent de se plaindre. Je ne veux pas te perdre, ni perdre ce que tu as construit. » Gaston comprenait la pression qui pesait sur Camille, mais il se connaissait mieux que quiconque. Les années de dévouement au vieux chêne ne pouvaient être réduites à un chaos ou une course aux tendances futiles. C'était de l'amour, de l'art, une tradition familiale qu'il voulait protéger. « Camille, je ne reviendrai pas au vieux chêne. Mais je vais faire ce en quoi je crois. Un nouveau restaurant, un véritable lieu pour exprimer mon amour et mon respect de la cuisine traditionnelle provençale. » L'appel se termina, laissant Gaston avec un sentiment de soulagement, mais aussi un nouveau défi. Il savait que la route serait difficile, mais c'était la voie de la liberté, de la sincérité et de la passion. Après l'appel où elle lui proposait de revenir, Camille ne renonçait pas à convaincre Gaston. Elle savait que pour le garder, elle devait sortir des arguments plus solides, des clauses juridiques strictes qu'elle connaissait parfaitement dans son contrat. Un après-midi, alors que Gaston sirotait un café dans un petit bistrot au bord du lac d'Annecy, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Camille. Sa voix s'assombrit, teintée d'un léger ton froid. « Gaston, as-tu oublié la clause de non-concurrence dans ton contrat ?» demanda-t-elle sans détour. « Tu ne peux pas ouvrir un restaurant du même style dans un rayon de 8 kilomètres autour du vieux chêne pendant 2 ans. Si tu enfreins cette clause, tu devras payer une lourde pénalité. » Gaston resta figé un instant. C'était ce qu'il avait omis ou volontairement ignoré en décidant d'ouvrir son propre restaurant. La clause de non-concurrence était un obstacle juridique majeur qui pouvait faire tomber son rêve avant même qu'il ne commence. « Tu penses que je l'ignore ?» répondit Gaston calmement, mais avec une pensée intense derrière ses mots. « J'ai relu ce contrat plusieurs fois, mais je trouverai un moyen de ne pas être limité par cette clause. » Camille ricana avec un ton sarcastique. « Tu peux essayer, mais je sais que la loi française applique cette clause très strictement. Tu ne peux pas prendre ce risque. » Gaston regarda le lac calme qui reflétait les dernières lueurs du jour. Il savait que pour ouvrir un restaurant traditionnel selon sa passion, il devait trouver une voie qui ne violerait pas les limites juridiques imposées par Camille. Mais comment? Une idée commença à germer dans son esprit. Et si je crée un style entièrement rétro, fondé sur les recettes originales de ma famille, différent du style moderne que le vieux chêne représente désormais? La clause s'appliquerait-elle encore? Il se remémora les plats traditionnels avec les nappes à carreaux rouges, la lumière tamisée des bougies plantées dans des bouteilles de Chianti, les recettes transmises par son grand-père venu de la Provence lointaine, un esprit culinaire complètement différent, chargé de souvenirs et d'amour. Gaston savait que ce ne serait pas facile. Il devait préserver l'âme de la tradition tout en créant une identité suffisamment distincte pour franchir les barrières juridiques. Mais il était prêt à relever ce défi. Quant à Camille, elle ne lâchait pas prise. Elle continua de le mettre en garde. Si Gaston s'aventurait à ouvrir un restaurant, le vieux chêne utiliserait tous les moyens légaux pour défendre ses droits, et elle n'hésiterait pas à porter plainte. Ce qui semblait être un duel entre deux passionnés de cuisine devenait désormais un jeu complexe mêlé à la loi, aux intérêts et aux stratégies incontournables dans le monde impitoyable de la restauration en France. Gaston tenait son téléphone, regardant le lac bleu profond, conscient de la complexité de cette partie. Mais sa foi dans l'amour de la cuisine familiale, dans la sincérité de chaque plat, lui interdisait d'abandonner. Il était déterminé à aller jusqu'au bout, prêt à affronter tous les obstacles pour bâtir un lieu authentique à l'esprit de la Provence d'antan. Un endroit où l'âme et la saveur de la tradition ne seraient jamais vaincues. Après des jours de tourments et d'affrontements tendus avec Camille, Gaston décida de ne pas se laisser emporter par ses émotions, mais d'agir avec raison et selon la loi. Il consulta un avocat réputé à Lyon, qui l'aida à mieux comprendre les clauses de son contrat et les limites exactes auxquelles il devait faire face. Assis à une petite table dans le bureau de l'avocat, Gaston écoutait attentivement les explications. L'avocat lui expliqua que la clause de non-concurrence mentionnée par Camille n'était effective que dans le cadre précis et le domaine stipulé.
Si vous ouvrez un restaurant avec un style totalement différent qui ne concurrence pas directement le chêne nouveau, cette clause ne s'applique pas, insista l'avocat. Par exemple, si vous poursuivez un style traditionnel provençal ancien, en vous concentrant sur les recettes familiales et un service nostalgique, ce n'est pas une concurrence directe. Gaston sentit une porte qu'il croyait fermée s'ouvrir soudain devant lui. Sa foi et son espoir, longtemps étouffés, renaissaient comme une flamme qui se rallume. Il commença à visualiser son nouveau restaurant. Un lieu où le temps semblait suspendu, avec des plats empreints de saveurs familiales, sans mélange avec les tendances modernes ni le lustre des réseaux sociaux. Un refuge pour les clients en quête de souvenirs d'antan, pour ressentir l'amour et la passion dans chaque détail. Gaston pensa en lui-même, « C'est la bonne voie. Je n'ai pas à rivaliser avec ces changements superficiels, je dois garder intacte l'âme authentique de la cuisine familiale. » L'avocat le mit aussi en garde sur la nécessité d'être prudent dans la manière de promouvoir et de positionner sa marque, afin d'éviter tout malentendu juridique. Mais Gaston était convaincu que par son dévouement et sa persévérance, il pouvait surmonter tous les obstacles. Il comprit que ce n'était pas seulement une bataille juridique, mais un voyage intérieur pour se découvrir et laisser une empreinte unique dans un monde culinaire très concurrentiel. Gaston quitta le bureau de l'avocat avec un sentiment de soulagement et une détermination plus forte que jamais. Il tenait désormais la clé pour ouvrir la porte de son rêve, un rêve qui ne serait pas entravé par des clauses contraignantes. Avec cette nouvelle confiance, il commença à élaborer en détail le projet de son restaurant traditionnel, préparant chaque étape pour entamer un nouveau chapitre prometteur dans sa vie et sa carrière. Gaston se tenait dans la petite pièce où il prévoyait d'ouvrir son nouveau restaurant. La lumière douce des bougies brûlant paisiblement sur les tables. L'endroit n'était pas clinquant, dépourvu de détails modernes, mais pourtant chargé d'une familiarité chaleureuse, la sensation d'un foyer accueillant où chacun pouvait revenir et ressentir la chaleur de la famille. Il choisit les nappes à carreaux rouges traditionnelles, simples mais chaleureuses, rappelant les repas d'autrefois en Provence. Sur chaque table, au lieu des lumières vives ou froides, Gaston plaça de vieilles bouteilles de vin utilisées comme porte-bougies, créant une atmosphère à la fois romantique et nostalgique. Le repas ici ne consistait pas seulement à déguster de bons plats, mais à faire un voyage dans le passé, à travers les histoires transmises par chaque recette. Gaston sortit précautionneusement les cahiers de recettes laissés par sa grand-tante, ces secrets familiaux qui l'avaient accompagné durant plus de 7 ans. Chaque plat était préparé selon la tradition, sans ajout ni modification à la mode, car pour Gaston, c'était l'âme du restaurant. L'ambiance semblait enveloppée d'une poussière du temps, où les clients pouvaient oublier la frénésie de la vie moderne et se laisser emporter par le parfum intense des herbes de Provence, par la douceur des viandes rôties cuisinées selon la recette familiale. Il voulait que chaque personne qui venait au Vieux-Provence ne vienne pas seulement pour manger, mais pour rentrer chez elle, un lieu où l'âme se guérit et où les valeurs anciennes sont soigneusement préservées. Des photos anciennes de sa grand-tante, des ustensiles en cuivre disposés un peu partout dans le restaurant, rappelaient la tradition, l'histoire de la famille et des plats. Gaston avait peur que cette simplicité ne suffise pas à attirer la clientèle, mais à chaque regard respectueux et sourire satisfait des convives, il se sentait convaincu que c'était la voie qu'il devait suivre. Il se disait « Dans un monde qui court après la nouveauté et l'éclat, peut-être que l'authenticité et la nostalgie seront la plus grande force. » Gaston ressentait profondément que son restaurant n'était pas seulement une entreprise, mais un musée vivant de la gastronomie traditionnelle, un lieu où les valeurs culturelles et spirituelles étaient préservées et cultivées. À l'approche du jour de l'ouverture, son cœur débordait d'enthousiasme et de détermination. Il savait que le chemin serait ardu, mais il croyait que l'âme du restaurant l'aiderait à surmonter tous les obstacles. Le Vieux-Provence n'était pas seulement un nouveau projet, c'était une déclaration d'intention pour préserver la tradition à l'ère numérique, une différence dont Gaston était fier, pour la ville d'Annecy
et pour toute la France. La soirée d'inauguration du Chêne Nouveau s'était déroulée dans une atmosphère lourde, bien loin de l'enthousiasme que Camille avait imaginé. Dès les premières minutes, la tension monta lorsque les plats furent un à un critiqués par les clients, certains même servis brûlés, poussant plusieurs à quitter la salle prématurément. Les critiques gastronomiques, si attendues, n'hésitèrent pas à infliger de sévères points négatifs au nouveau concept du restaurant. Ils reprochèrent au Chêne Nouveau son absence de chaleur, de finesse et de saveur authentique que les habitués appréciaient tant auparavant. Camille se tenait au milieu de la pièce, le visage pâle, incapable de croire ce qu'elle voyait. Le changement en lequel elle avait cru dur comme fer s'était transformé en un désastre. Pendant ce temps, ailleurs, Gaston, accompagné de Julien, Élodie et Maxime, ses anciens collègues proches, se préparait pour une nouvelle aventure, bien différente du faste et du paraître du Chêne Nouveau. Ils s'étaient réunis dans une petite cuisine à Annecy, l'endroit où Gaston avait décidé de rebâtir des valeurs traditionnelles, fidèles à l'esprit culinaire qu'ils avaient toujours partagé. Une cuisine simple, mais emplie d'énergie et de détermination. Julien, le pâtissier, esquissa un sourire d'espoir en regardant autour de lui. Élodie, les yeux brillants, prenait soigneusement des notes sur chaque détail de l'ancienne recette. Maxime, fidèle commis, sélectionnait méticuleusement les meilleurs ingrédients frais. Gaston sentait la force spirituelle de leur groupe, une force née de la sincérité, de l'amour pour la cuisine et pour la tradition. Ils ne faisaient pas que cuisiner, ils écrivaient une nouvelle histoire, une histoire de persévérance, de retour aux sources et surtout de camaraderie indéfectible. Chaque plat préparé n'était pas simplement un plaisir gustatif, mais une narration d'une région, d'une famille, d'une foi inébranlable. Gaston savait que la route serait semée d'embûches, mais qu'en gardant la foi et la cohérence dans leur style, le restaurant retrouverait peu à peu sa place dans le cœur des clients. L'atmosphère chaleureuse, les bougies tamisées, l'arôme des herbes flottant dans l'air, tout cela composait un tableau parfait pour les après-midi de dégustation à la provençale. Il savait qu'il ne pouvait pas inverser la tendance du jour au lendemain, mais avec chaque jour qui passait, chaque plat servi, il reconstruisait l'âme du vieux chêne, une âme irremplaçable qui ne peut être supplantée par des artifices superficiels. Gaston regarda ses compagnons à ses côtés et sentit une foi profonde. Ils réussiront, non seulement par leur talent, mais par leur passion et leur fidélité à eux-mêmes. Au plus profond de son cœur, Gaston se promit que ceci serait le début d'un nouveau voyage, un chapitre de renaissance, de retour et de loyauté envers les racines. Gaston se tenait dans sa petite cuisine, sous la lumière chaude et dorée qui illuminait un visage marqué par tant d'épreuves. Les jours agités au vieux chêne et la lutte contre un changement précipité semblaient désormais loin, presque comme un lointain souvenir. À présent, avec Julien, Élodie et Maxime, ils bâtissaient un avenir complètement différent. Le nouveau restaurant n'était pas seulement un lieu où l'on servait des plats, mais une promesse faite au passé, aux souvenirs et aux valeurs transmises à travers les générations. Gaston savait que l'âme d'un restaurant ne réside pas dans les plats éblouissants ni dans des recettes tape à l'œil, mais dans les hommes, ces cuisiniers au cœur ardent de passion qui insufflent la vie dans chaque assiette. Les clients commençaient à le comprendre. Ils venaient non seulement pour le goût, mais aussi pour la sincérité et la chaleur qui imprégnaient chaque repas, pour l'histoire racontée à travers les saveurs, par les mains et l'âme de ceux qui préparaient les plats. Gaston observait les visages familiers, ces habitués qu'il avait suivis à travers toutes ces années. Leurs yeux brillaient de joie et de satisfaction. Les compliments, les poignées de main, les sourires sincères faisaient que tous les efforts en valaient la peine. Camille, autrefois prête à tout changer, n'était plus qu'un chapitre refermé dans l'esprit de Gaston. Son succès ne venait pas de la compétition ou de la conquête, mais de la fidélité à ses valeurs profondes, de ne pas s'être perdu lui-même. Julien déposait soigneusement sur la table des pâtisseries odorantes, Élodie servait des légumes frais et croquants, Maxime versait des verres de vin délicats. Ensemble, ils formaient une symphonie parfaite, où chaque note était une saveur,
une histoire, une émotion. Gaston savait que, quelles que soient les épreuves à venir, les turbulences dans le monde de la gastronomie, l'âme du restaurant ne serait jamais volée, car elle ne réside pas dans le menu, mais dans ces âmes qui donnent vie à chaque plat, à chaque moment passé près du feu. Les longues nuits, les jours difficiles étaient désormais remplacés par la paix et la fierté. Gaston sourit, conscient que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre, durable et passionné, dans son voyage culinaire. Ainsi, sous la lumière douce des bougies, entre les rires et le tintement des assiettes, le restaurant de Gaston ne se contentait pas de survivre. Il vivait intensément, imprégné d'une âme profonde, gravé à jamais dans le cœur de tous ceux qui franchissaient ses portes.